Oui, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième leçon. Donc c'est la deuxième leçon, c'est la deuxième partie du chapitre 1 et la dernière. Dans cette leçon-là, on va continuer sur le champ électrique et on va commencer par le flux du champ électrique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un flux du champ électrique? Si on a un champ électrique, le rayonnement du champ électrique, ça génère ce qu'on appelle des lignes de champ. Ces lignes de champ ont comme objectif de trouver en n'importe quel point de l'espace donc la direction et le sens du champ électrique. À quoi correspond le flux du champ? Ça correspond au nombre de lignes de champ qui traversent une certaine surface. Dans le cas général, le flux du champ électrique peut s'écrire sous forme élémentaire, donc défi égale E scalaire ds. E, c'est le champ électrique en une position élémentaire de surface ds. Donc, il est égal à E scalaire ds fois cosinus θ. Pour trouver le flux électrique total à travers toute la surface, il suffit de faire une intégrale et donc ça revient à intégrer E ds fois cosinus θ. Donc, pour pouvoir résoudre cette intégrale, il faut ou bien qu'on a des cas particuliers de champ E, connaître bien la surface et connaître en tout point de cette surface l'angle entre le vecteur E et le vecteur ds. Et comme vous le voyez, ça va être quelque chose de difficile si E et ds ne forment pas des éléments particuliers. Donc, voici une surface, par exemple. Voilà, une surface. En toute zone particulière. Donc, si on bascule ici, ici, vous avez une surface quelconque. Donc, voici la surface quelconque. En toute zone de cette surface, on peut sélectionner un vecteur ds. OK? Donc, en ce point également, j'ai le vecteur E comme direction et sens. Donc, ça nous donne le flux élémentaire en ce point. Dans une autre zone, on a un autre flux élémentaire, etc., etc. Si on arrive à intégrer les flux élémentaires sur toute cette surface-là, on obtient le flux électrique total à travers toute cette surface. En fait, ceci nous mène à voir le cas particulier qui est le plus réalisable. Donc, dans ce cas-là, dans le cas particulier, on a un champ électrique E uniforme et une surface S plane. Donc, comme dans le cas général, on applique la formule, donc phi égale E fois ds fois cosinus θ. Sachant que la surface est plane, donc tous les vecteurs élémentaires ds seront parallèles à eux-mêmes et dans le même sens, donc même direction, même sens. Donc tous ces vecteurs ds peuvent obtenir comme somme un vecteur S total. On peut le représenter par un vecteur surface totale qui est perpendiculaire à cette surface plane. Et comme E est uniforme, donc on peut conclure que la direction ou bien l'angle entre le vecteur E et le vecteur surface S égale à θ égale à une constante. Ça nous mène à obtenir à partir de l'intégrale la formule du flux du champ électrique égale à E fois cosinus θ, E cosinus θ étant des constantes, intégrale de ds, donc intégrale de ds égale à S. Donc le flux revient à dire que c'est E scalaire S vecteur, dans le cas particulier où E est uniforme et S est une surface plane. Donc, on peut constater qu'on a une valeur maximum de ce flux pour θ égale à 0. Donc, lorsque E est parallèle au vecteur S, c'est-à-dire que toutes les lignes de champ peuvent traverser cette surface. Donc, si on revient à cette image-là, donc, supposons que le champ électrique est perpendiculaire à la surface, donc parallèle au vecteur surface, donc on a un maximum de lignes de champ qui vont traverser cette surface. OK? Tandis que si l'angle θ égale pi sur 2, donc c'est
la direction entre E et S est perpendiculaire. Donc ici, on observe que les lignes du champ électrique ne vont pas traverser du tout cette surface. Okay? Donc on obtient un flux minimum. Prenons un exemple. Donc, dans cet exemple-là, on doit calculer le flux du champ électrique uniforme, E, selon l'axe OX, à travers un cube. Donc, comme vous le voyez ici, un cube est formé par 6 surfaces, donc 6 carrés. Ici, on a la surface S1, la surface S2, la surface S3, S4, S5 et S6. Donc, pour mieux connaître les vecteurs S1, donc, comme vous le voyez sur le schéma ici, donc, cette surface carrée est représentée par le vecteur S1 qui lui est perpendiculaire et tel que le module égale la surface de ce carré. De même, la surface S2, indiquée sur ce schéma-là, okay, elle est représentée par le vecteur surface S2 qui lui est perpendiculaire. De même, voici la surface S3, donc elle est représentée par le vecteur S3 vers le haut. La surface S4, elle est représentée par le vecteur surface S4 vers le bas. Et la surface du fond, S5, elle est représentée par le vecteur S5 qui est à l'intérieur de la page. Et la surface S6 est représentée par le vecteur surface S6 qui est vers l'extérieur et qui est perpendiculaire à la surface S6. Donc, à partir de ces surfaces-là et du champ électrique E, on constate que le flux du champ électrique total, ce n'est autre que la somme des flux à travers toutes ces surfaces-là. Donc, phi1 égale phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 plus phi6. Or, d'après le schéma, on peut tout simplement conclure que E est perpendiculaire à S3 et à S4. E, il est perpendiculaire à S5 et à S6. Donc, ce qui nous mène à dire que E scalaire S3, scalaire S4, scalaire S5 et scalaire S6 égale à 0. Il nous reste que le flux est égal ES cosinus 0, donc l'angle entre le vecteur S1 et le vecteur E, plus ES cosinus pi, c'est l'angle entre le vecteur S2 et le vecteur E. Donc, ce qui nous donne un flux électrique total égal à 0. Donc, passons maintenant au théorème de Gauss. C'est un théorème très important en électrostatique. Okay? Avant de parler du théorème de Gauss, on va parler de l'objectif de ce théorème. Donc, l'objectif de ce théorème, c'est comme la loi de Coulomb, est de calculer le champ électrique créé par une charge. Mais dans le cas du théorème de Gauss, on peut se permettre de prendre des objets chargés. Okay? Dans le cas de la loi de Coulomb, on considérait des charges ponctuelles. Ici, dans le théorème de Gauss, on a la possibilité de considérer des charges ponctuelles ou bien des objets chargés. Comment ceci peut se faire? Donc, tout simplement, si on considère une surface fermée quelconque, ok, donc une surface fermée quelconque imaginaire qui enferme l'objet chargé, ok, donc, et qu'on arrive à résoudre l'intégrale de E scalaire ds égale Q inclus sur epsilon 0, donc on peut obtenir la valeur du champ E en n'importe quel point de l'espace. Voyons voir comment ça se fait. Donc, voici par exemple un objet chargé quelconque, de forme quelconque. Donc, normalement, lorsqu'on parle d'un objet chargé, il a une quantité de charge totale, mais il a également une densité de charge selon si cet objet, c'est un objet de volume, de surface ou bien de longueur. En tout cas, donc, si je veux calculer le champ électrique en un point donné, donc, en ce point-là, supposons que, en ce point-là, j'ai le vecteur ds
c'est-à-dire c'est cette petite surface élémentaire, elle est représentée par le vecteur ds élémentaire, et par exemple, on a un champ électrique E en dessous. Si je considère, par exemple, un autre point, voici par exemple un autre point, donc ici j'ai un vecteur ds et un vecteur E qui est complètement différent que le premier. OK? Donc, vous voyez ici que si ds et E ont toujours des angles différents entre eux et que le vecteur ds et E ont toujours des directions différentes, ceci rend l'intégrale de Gauss très difficile à résoudre. OK? Pour cela, on va se permettre de prendre des objets chargés de forme particulière, OK? Et on va considérer des surfaces de Gauss bien particulières afin qu'on puisse résoudre cette intégrale. Donc, pour cela, on va passer à un premier exemple. C'est le cas d'une charge ponctuelle. Donc, la charge ponctuelle, comme vous l'avez déjà vu, on a appliqué la loi de Coulomb et on dit qu'une charge ponctuelle donne en tout point de l'espace un champ électrique donné par la loi de Coulomb égale KQ sur R au carré. On va essayer de retrouver cette formule avec le théorème de Gauss. Comment on va faire ceci? Donc, comme vous voyez ici, donc, une charge ponctuelle en un point donné P va donner un champ électrique E. Donc, du moment où E est orienté vers l'extérieur, donc vous pouvez constater que la charge elle est bien positive. Donc, en ce point-là, ok, j'ai un vecteur ds. Donc, si E et ds ont tout point d'une surface considérée quelconque ont un angle qui varie selon le point où se trouve, ok, donc ça va rendre l'intégrale difficile à résoudre. Pour cela, on va prendre une surface de Gauss particulière. Comment choisir cette surface de Gauss? On peut constater ici qu'une charge élémentaire peut rayonner un champ électrique d'une manière radiale. Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière radiale? C'est-à-dire, en ce point-là, le champ électrique est dans ce sens-là, etc., etc. Donc ça, ce qu'on appelle un champ électrique radial. De plus, tout point équidistant de la charge Q va avoir la même valeur de E. Donc, ceci nous mène à dire qu'on a une symétrie sphérique. Ok, donc la symétrie sphérique peut impliquer un champ électrique E en module égal constante en tout point équidistant de la charge Q. Donc, supposons qu'on considère une surface fermée imaginaire sphérique, ok, de centre O situé sur la charge et de rayon petit r. Qu'est-ce qu'on a? Donc, d'après la symétrie sphérique, on choisit une surface imaginaire de Gauss, okay, de centre O et de rayon R. Qu'est-ce qu'on a sur cette sphère? En ce point P, par exemple, on a E est radial, donc ça veut dire que le prolongement de E passe par O. Okay? De même, le vecteur ds, qui est le vecteur surface élémentaire, okay, donc vous savez, toute normale à la surface, est une droite qui va passer par l'origine forcément. Donc, on peut constater que ds est parallèle à E. Et ceci, ça va être le cas en tout point de l'espace. C'est-à-dire, si je prends ce point-là, on a E dans ce sens et ds sera dans le même sens que E. Donc, ceci nous mène à dire que E est radial en tout point de la sphère de Gauss. E est parallèle à ds en tout point de la sphère de Gauss. Donc, E est radial. Donc, E égale à une constante en tout point de la sphère de Gauss. OK? Donc, l'intégrale de Gauss, intégrale de EDS, égale Q inclus sur epsilon 0. Qu'est-ce que ça veut dire Q inclus? Q inclus, ça veut dire c'est la quantité de charge qui est limitée par cette surface de Gauss. Donc, qui est contenue, pardon, dans cette surface de Gauss. Quelle est la quantité de charge qui est entourée par cette surface de Gauss? Donc, c'est bien Q. C'est pour cela, on a dit que Q inclus égale à petit q,
OK? Donc, Q inclus égale à petit q. Et donc, l'intégrale de E ds égale Q sur epsilon 0. Revenons à l'intégrale. Intégrale de E ds, c'est intégrale de E ds cosinus 0. Pourquoi? Car en tout point de cette sphère de Gauss, E est parallèle à ds, d'où l'angle toujours constante entre E et ds est égal à 0. Or, E égale constante, on peut sortir E de l'intégrale. Qu'est-ce qu'il nous reste? E intégrale de ds égale Q sur epsilon 0. Or, intégrale de ds, c'est S de la surface de Gauss, car ici, on intègre sur la surface de Gauss. Quelle est la surface d'une sphère de Gauss, de rayon petit r? Donc, c'est 4 pi r au carré. Donc, E fois 4 pi r au carré égale Q sur epsilon 0. Donc, E égale Q sur 4 pi epsilon 0 r au carré est égal à 4Q sur r au carré. Et voilà la formule qu'on avait déjà appliquée dans le cas d'une charge ponctuelle, mais obtenue par le théorème de Gauss. OK, avant de continuer avec un autre exemple, il y a quelques rappels sur les surfaces et les volumes qu'on aura besoin dans le cas du théorème de Gauss, qu'on va utiliser dans le cas du théorème de Gauss. Donc, une sphère, donc, si cette sphère, elle est pleine, donc elle a un certain volume, mais elle a également une surface. Surface, يعني القشرة من برا هي عبارة عن surface. Donc, la surface d'une sphère, c'est 4 pi r au carré, rayon au carré, tandis que si elle est pleine, elle a un volume, et son volume, c'est 4 tiers pi r au cube. OK? On considère le cylindre, donc de hauteur h et de rayon r. Le cylindre, il a effectivement, s'il est fermé, il a 3 surfaces. يعني مثل البرميل عنده غطا من فوق وغطا من تحت والcontour. OK? Donc, la surface du haut, c'est une surface de disque qui est égale à S2, et la surface d'un disque, c'est pi r au carré. La surface contour, OK, elle est égale à 2 pi RH. En fait, tout simplement, si on prend une feuille et on l'entoure de cette manière-là, on peut obtenir un cylindre. OK? Donc, la surface de la feuille, c'est quoi? C'est la largeur fois la hauteur. OK? Donc, si je forme de cette page un cylindre, est-ce que la surface autour va changer? Non, bien évidemment que non. Mais bon, cette fois-ci, la largeur va s'écrire sous forme de périmètre de pierre. OK? Donc, voici les 3 surfaces du cylindre. Le volume du cylindre, c'est égal à la surface du disque multiplié par la hauteur, et on obtient donc le volume du cylindre. Donc, cette fois-ci, on va prendre un autre exemple. On va considérer une sphère pleine chargée à travers tout son volume. Donc, les charges se trouvent dans tout le volume, mais d'une manière uniforme. Donc, ces charges, elles sont réparties uniformément. Donc, comme la sphère pleine est un objet de volume, on parle plutôt d'une densité de charge volumique. Donc, étant donné que j'ai considéré des charges positives, donc ρ est forcément positive, du moment où la distribution est uniforme, donc ρ égale à une constante. Donc, pour calculer le champ électrique créé par cette sphère, donc, tout d'abord, donc, il est très difficile de faire ceci avec la loi de Coulomb, car il faut prendre des charges élémentaires, puis après intégrer sur tout le volume, ce qui est très difficile. Donc, on va passer par le théorème de Gauss, qui est plus facile à utiliser pour calculer le champ électrique E. Première étape, on doit choisir la surface de Gauss. Donc, on doit imaginer, donc comme on a dit, c'est une surface virtuelle, on doit imaginer une surface, OK, qui va entourer, qui va passer par le point auquel on doit calculer le champ électrique E, OK, et qui va englober une certaine partie de charge de cette sphère. Donc, du moment où la charge est distribuée uniformément sur le volume, donc j'ai une symétrie sphérique, c'est-à-dire que tout point équidistant du centre de la sphère, OK, va avoir la même valeur de E en module et va donner un champ électrique E radial.
comme le cas d'une charge ponctuelle. OK? Car les charges sont distribuées uniformément. Alors, masalan, si on suppose que la distribution est non uniforme, c'est-à-dire, supposons que les charges, elles sont concentrées dans cette partie-là et faibles dans cette partie-là. Donc, on aura à 2 points équidistants du côté et de l'autre, on n'aura pas la même valeur de E, ce qui est logique. Donc, c'est pour cela, il est très important pour nous, pour appliquer le théorème de Gauss, ou bien pour calculer l'intégrale de Gauss, car le théorème de Gauss s'applique à n'importe quelle forme de charge, à n'importe quelle surface choisie, mais après, pour résoudre l'intégrale, c'est beaucoup plus difficile. Donc, pour cela, il faut prendre une certaine symétrie. Donc, on a vu qu'on a une symétrie sphérique, ok, E est radiale. Donc, du coup, on peut se permettre de choisir une surface de Gauss comme étant une sphère imaginaire. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette sphère? Elle a le même centre que le centre de la sphère chargée et elle est de rayon R. Petit r correspond à la distance entre le point O et le centre de la sphère et le point P où on doit calculer le champ électrique. Donc, pour calculer le champ électrique en tout point de l'espace, on peut diviser l'espace en deux parties. La première partie, c'est la partie à l'extérieur de la sphère chargée. Donc, quelle est la valeur du champ E en un point à l'extérieur, ou l'équation de E en un point à l'extérieur. Okay. La deuxième partie, c'est la partie B, c'est à la distance radiale petit r inférieure à r, c'est-à-dire en un point situé à l'intérieur. Commençons par la première partie. Donc, on a tous admis qu'il y a une symétrie sphérique, que E est radiale, donc E égale constante en tout point de la sphère de Gauss, après avoir, bien sûr, choisi une sphère de Gauss comme surface de Gauss. OK, donc la sphère doit passer par le point P. OK, en tout point de cette sphère, on peut constater que E parallèle à ds, comme dans le cas précédent, dans le cas de la charge ponctuelle. Voici un autre point, on a E parallèle à ds. N'importe quel point, on va obtenir E parallèle à ds. Donc, ceci implique que l'angle entre E et ds, en tout point de la surface, est égal à 0. On applique l'intégrale de Gauss, intégrale de EDS égale Q incluse sur epsilon 0. Donc, au niveau de l'intégrale, dans la symétrie sphérique, ça va rester toujours la même chose. OK? Donc, intégrale de EDS, EDS cosinus 0. Donc, E égale constante, on sort E de l'intégrale, la surface de la sphère de Gauss, 4 pi R2. Ce qui va changer ici, c'est la quantité de charge incluse. Comment reconnaître la quantité de charge incluse? Donc, si on observe la sphère de Gauss et on veut comptabiliser quelle est la quantité de charge qui se trouve enfermée dans la sphère de Gauss, bien sûr, c'est la partie hachurée en rouge qui contient les charges et qui sont enfermées dans cette sphère de Gauss. Quelle est la valeur de cette quantité de charge? Sachant qu'on n'a pas Q, on a ρ, mais je sais que Q égale à ρ fois V. Donc, le volume inclus qui contient les charges fois ρ. OK? Donc, quel est le volume inclus qui contient les charges? C'est 4 tiers pi R au cube. OK? Donc, finalement, en faisant une petite simplification de cette équation-là, on obtient que E égale ρ R au cube sur 3 epsilon 0 fois R au carré. OK? Ça, c'est dans le cas. Donc, voici l'équation de E à la distance radiale R supérieur à grand R. Donc, tout point situé à l'extérieur, on peut lui appliquer cette formule de E. Donc, on module, quel que soit petit r supérieur à R, on peut trouver le module de E et la direction, donc, elle est radiale et vers l'extérieur car la charge est positive, ou bien la sphère est chargée positive. Maintenant, on passe au deuxième cas de figure, c'est lorsqu'on veut calculer le champ électrique à l'intérieur. Donc, voici en bleu la sphère chargée et on a pris un point P qui se trouve à l'intérieur. Sachant que les charges sont réparties uniformément, donc j'ai une symétrie sphérique,
Donc, on peut choisir une surface de Gauss sous forme d'une sphère de centre O de rayon petit r. OK? Alors, on est concernant R. R est une variable. Dans le premier cas, c'est une variable qui se trouve à l'extérieur et dans le deuxième cas, c'est une variable qui se trouve à l'intérieur. OK? Ensuite, donc, intégrale de E ds égale Q inclus sur epsilon 0. Donc, ce qui va changer par rapport au cas précédent, c'est la quantité de charge incluse. Donc, E fois 4 pi r au carré, c'est l'intégrale de E ds, car E est parallèle à ds en tout point de cette surface de Gauss verte. Q incluse, c'est quoi? C'est les charges qui sont contenues dans la surface de Gauss, donc dans la sphère en pointillé verte ici. Donc, quelle est cette quantité de charge? C'est ρ fois V inclus. Quel est le volume inclus? Effectivement, ici, ça tombe que le volume inclus, c'est le volume de la sphère de Gauss, car elle contient tout juste la quantité de charge. OK? Et quelle est la valeur de ce volume? C'est 4 tiers pi r au cube, petit r au cube sur epsilon 0. OK? Donc, finalement, en faisant une simplification de cette équation-là, on trouve que E égale à ρ petit r sur 3 epsilon 0. Et de cette manière-là, on a trouvé le champ électrique créé par une sphère pleine chargée de densité ρ uniforme à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, avec ce paragraphe, on termine la leçon numéro 2. On retourne dans quelques jours pour faire des exercices d'application sur le théorème de Gauss. Donc, avec le théorème de Gauss, donc, vous pouvez conclure que le chapitre 1, le cours du chapitre 1 est terminé. Merci de votre attention. Portez-vous bien, restez chez vous. Et puis après, bon courage. Inch'Allah, dans quelques jours, on ouvre le groupe de WhatsApp pour répondre à toutes vos questions. Au revoir.